Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe lorsque l'homme le plus puissant du monde devient impuissant en matière de cœur? Restez avec moi, car cette histoire pourrait bien changer votre façon de voir l'amour. J'ai bâti un empire valant des milliards, mais elle ne savait même pas que j'existais. Chaque matin, elle servait le café dans ce petit diner, son sourire illuminant la pièce. Alors que mon visage s'affichait en couverture de Fortune Magazine, je m'asseyais dans une banquette au fond, juste un client anonyme dans son univers. L'ironie ne m'échappait pas. Un homme capable d'acheter des quartiers entiers ne pouvait pas obtenir ce qu'il désirait le plus: son attention. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe lorsque l'homme le plus puissant du monde devient impuissant en matière de cœur? Restez avec moi, car cette histoire pourrait bien changer votre façon de voir l'amour. Voyez-vous, mon monde était construit sur des calculs et des décisions stratégiques. À 35 ans, j'avais transformé une petite start-up technologique en une multinationale. Mon nom, James Chen, était devenu synonyme de succès. Les réseaux d'affaires analysaient chacune de mes décisions. Forbes célébrait mes innovations et Wall Street buvait mes paroles. J'avais un pouvoir tel que mon entrée dans une pièce suffisait à y imposer le silence. Tout le monde voulait quelque chose de moi. Un partenariat, un investissement, un instant de mon temps. Et pourtant, chaque matin à 7h15, je me glissais dans cette vieille banquette en cuir du Mary's Diner à Brooklyn. L'odeur du café et des pancakes frais emplissait l'air, le tintement des assiettes résonnait doucement, et sa voix, la voix de Sarah, annonçait les commandes avec une chaleur qui faisait sourire même les clients les plus grognons du matin. Sa peau sombre brillait sous les lumières fluorescentes du dîner, et ses tresses toujours soigneusement attachées dansaient légèrement à chacun de ses mouvements entre les tables. Elle ne savait pas que l'homme asiatique discret, toujours vêtu d'un simple pull noir et d'un jean, aurait pu acheter tout le quartier avec ce qu'il gagnait en une seule journée. Pour elle, je n'étais qu'un autre visage dans l'affluence du matin, une autre tasse de café à remplir, un autre, passer une bonne journée à souhaiter. Alors que ma seule présence en salle de réunion suffisait à intimider des PDG, ici, j'étais juste ordinaire. Et étrangement, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Vous vous demandez peut-être pourquoi un homme comme moi passerait ses matinées dans un petit dîner, à observer une serveuse qui ne connaissait même pas mon nom. La vérité, c'est que dans un monde où tout avait un prix, où chaque interaction s'accompagnait d'attentes, le sourire sincère de Sarah et son indifférence totale à mon statut étaient devenus mon ancrage dans la réalité. Elle traitait tout le monde de la même façon, la femme d'affaires en tailleur, l'ouvrier du bâtiment et le milliardaire qu'elle ne reconnaissait pas. Tous recevaient la même chaleur authentique. Ce n'est pas une histoire d'amour comme les autres. Il ne s'agit ni de gestes grandioses, ni de fins de contes de fées. C'est une histoire sur la valeur d'être invisible, sur le fait de comprendre que parfois, le plus grand cadeau n'est pas d'obtenir ce que l'on veut, mais de découvrir ce dont on a vraiment besoin. Et Sarah, sans jamais le savoir, allait donner à l'un des hommes les plus puissants du monde la plus précieuse leçon de sa vie. Il y a 5 mois, j'ai découvert le Mary's Diner par hasard. Mon chauffeur avait pris un itinéraire différent pour éviter la circulation. Et là, je l'ai vu. Un petit établissement d'angle, aux vitres embuées et aux néons vacillants. Quelque chose dans sa simplicité m'a attiré. Peut-être que j'étais fatigué des salons d'affaires aseptisés et des restaurants hors de prix où tout le monde connaissait mon nom. Peut-être que je voulais simplement un vrai café, pour une fois. La cloche a retenti quand j'ai poussé la porte, et c'est là que je l'ai vue pour la première fois. Sarah ne se contentait pas de servir du café. Elle orchestrait un véritable ballet des rituels matinaux. «Votre habituel, monsieur Rodriguez?» lança-t-elle à un vieil homme tout en glissant une assiette d'œufs à un jeune étudiant. Ses gestes étaient pas gracieux, précis, à la fois rapides et détendus. Quand nos regards se sont croisés, il n'y a eu aucune reconnaissance, aucun changement dans son expression. Juste un sourire sincère et un chaleureux «Installez-vous où vous voulez, mon chou.» À cet instant, quelque chose en moi a changé.
Pour la première fois depuis des années, quelqu'un me regardait sans attente, sans savoir ni se soucier de ma fortune ou du cours de mon entreprise en bourse. J'ai choisi la banquette du fond, en partie par habitude. J'avais passé des années à choisir des positions où je pouvais tout voir, tout contrôler. Mais Sarah s'est approchée avec aisance, tenant sa cafetière comme une baguette magique qui rendait les matins supportables pour tout le monde autour d'elle. Nouveau dans le quartier? M'a-t-elle demandé en remplissant ma tasse. Sa voix avait quelque chose de musical, comme du miel chaud sur des grains rugueux. Je ne fais que passer, ai-je menti, chose rare en affaires mais qui m'a semblé instinctive ici. Je voulais préserver cet instant, cette sensation d'être un homme ordinaire. Elle m'a recommandé les pancakes aux myrtilles avec un clin d'œil, affirmant qu'ils pouvaient sauver n'importe quelle matinée. Je les ai commandés, bien que je n'ai pas mangé de pancakes depuis l'université. Ce matin-là, j'ai observé la façon dont elle interagissait avec chaque client. Elle connaissait leurs noms, leurs histoires, leurs soucis. À l'un, elle donnait un conseil amoureux. À un autre, une oreille attentive pour parler d'un parent malade. Elles portaient leur fardeau aussi facilement qu'elles portaient des assiettes de pain grillé et d'œufs brouillés. Et quand elles riaient, c'était sincère, contagieux, et cela réchauffait tout le dîner. Avant de partir, elle a rempli ma tasse une dernière fois. « J'espère vous revoir bientôt », a-t-elle dit, non pas parce que j'étais important, mais parce que c'était tout simplement dans sa nature. Elle voulait sincèrement que chaque personne qui passait par là ait une meilleure journée. J'ai laissé un pourboire généreux, mais pas trop, rien qui puisse la faire me voir autrement. Ce soir-là, assis dans mon bureau en haut de mon penthouse surplombant Manhattan, entouré de rapports et de projections, je n'arrivais pas à chasser de mon esprit la façon dont elle faisait sentir chaque personne vue, entendue et comprise, sans même essayer. Dans mon monde fait de stratégie et de calcul, sa gentillesse authentique était comme une oasis au milieu du désert. J'ai annulé mon petit déjeuner d'affaires prévu le lendemain, puis le jour suivant, et tous les matins après cela. Parfois, les décisions les plus importantes de la vie se prennent dans les moments les plus silencieux, autour d'une tasse de café de dîner et de pancakes aux myrtilles qui, en effet, rendaient chaque matin meilleur. C'est drôle, le succès. Alors que mon entreprise atteignait de nouveaux sommets, pénétrait les marchés internationaux et bouleversait des industries, je me retrouvais de plus en plus investi dans l'agitation matinale du Mary's Diner. Chaque annonce d'acquisition, chaque flambée en bourse, chaque accord majeur, tout devenait simplement un repère entre mes visites du matin pour voir Sarah. Cette année-là, ma richesse a crû de façon exponentielle. Les gros titres affichaient « L'empire du titan de la tech chain atteint une valorisation de 50 milliards de dollars ». Mais ma définition de la richesse avait changé. J'avais commencé à programmer mes réunions les plus importantes à 9 heures au lieu de 7 heures. Mes cadres étaient perplexes, j'avais toujours été un lève-tôt. Ils ne savaient pas que mes véritables réunions du matin se déroulaient avec une tasse ébréchée et l'espoir d'échanger quelques mots avec Sarah. Elle ne savait toujours pas qui j'étais, et cela était devenu mon encre. Tandis que CNBC analysait mes stratégies d'entreprise et que Forbes spéculait sur mon prochain mouvement, Sarah me demandait simplement si je voulais mes œufs au plat, comme d'habitude. Elle partageait de petites anecdotes sur sa journée, ses rêves d'ouvrir son propre restaurant un jour, sa fierté pour sa jeune sœur qui faisait des études de médecine. Chaque détail qu'elle me confiait avait plus de valeur que n'importe quelle analyse de marché que j'avais jamais reçue. J'ai commencé à prendre des décisions professionnelles différemment aussi. Lorsque nous avons racheté une chaîne de commerces locaux, j'ai veillé à ce qu'aucun petit restaurant aux alentours ne soit affecté. Lors d'un grand projet de développement urbain, j'ai discrètement ajouté des clauses protégeant les petits commerçants. Mon conseil d'administration pensait que j'agissais de manière stratégique pour entretenir de bonnes relations avec la communauté. En réalité, je protégeais des endroits comme le Mary's Diner, ces lieux où les liens humains authentiques existaient encore. L'ironie ne m'échappait pas. Comment je pouvais influencer les marchés mondiaux d'un simple choix et pourtant être incapable de dire à Sarah qui j'étais? Chaque matin, j'arrivais vêtu de vêtements décontractés soigneusement choisis, dans une voiture volontairement ordinaire, et je m'asseyais à ma table habituelle.
Mon équipe de sécurité pensait que j'étais fou de réduire nos protocoles pour une simple visite dans un diner. Mais ils ne comprenaient pas que cette simplicité était devenue mon luxe le plus précieux. Parfois, lors de réunions vidéo cruciales, mon esprit vagabondait vers le souvenir de son rire, ou la façon dont elle repoussait distraitement une mèche de ses tresses en prenant des commandes. Mon directeur financier exposait les projections trimestrielles, et moi, je pensais au fait que Sarah avait mentionné vouloir suivre des cours de cuisine, mais qu'elle n'en avait pas les moyens. J'aurais pu payer l'intégralité de sa formation avec ce que j'avais dépensé pour mon déjeuner ce jour-là, mais cela aurait détruit le monde ordinaire et magnifique que nous partagions. En 12 mois, mon empire avait doublé de taille. Mais la véritable croissance ne se trouvait pas dans mon portefeuille. Elle était dans ces moments silencieux au Mary's Diner, où j'apprenais que la vraie richesse ne se mesure pas toujours en dollars et en centimes. Parfois, elle se mesure en sourires sincères, dans le fait de se souvenir comment quelqu'un prend son café, dans le fait d'être vu, non pas pour ce que l'on possède, mais simplement pour ce que l'on est. On pourrait penser qu'un homme qui négocie avec succès des contrats de plusieurs milliards de dollars saurait mener une conversation plus élaborée qu'une simple commande de café ou un commentaire sur la météo. Mais chaque fois que j'essayais de parler à Sarah d'autre chose, ma confiance habituelle s'évaporait. Moi, qui pouvais captiver une salle remplie de dirigeants influents, je me retrouvais à bafouiller comme un adolescent. Une fois, j'ai volontairement laissé mon ordinateur portable ouvert sur un article de presse parlant de mon entreprise, espérant qu'elle le remarque. Sarah s'est contentée de le refermer avec un sourire doux et m'a dit « Fais une pause, chérie. Le petit déjeuner, c'est pour nourrir l'âme. » L'ironie de la situation, qu'elle prenne soin de moi sans savoir qui j'étais, m'a à la fois réchauffé et brisé le cœur. J'ai tenté de lui laisser des indices. Une fois, j'ai payé avec ma carte de société, oubliant qu'elle affichait mon nom complet et le logo de mon entreprise. Elle l'a simplement passé dans la machine sans même y jeter un œil, déjà concentrée sur la cafetière à remplir. Une autre fois, j'ai pris un appel professionnel à ma table, utilisant des termes comme acquisition à plusieurs milliards et domination du marché. Elle a simplement baissé le volume de la radio voisine, pensant que cela gênait mon appel. Mais mon échec le plus mémorable fut lorsque j'ai orchestré une rencontre par hasard en dehors du dîner. J'ai attendu la fin de son service et me suis arrangé pour accidentellement la croiser à l'arrêt de bus. J'avais répété le parfait brise-glace, mais quand elle a levé les yeux et m'a offert ce même sourire chaleureux qu'à tout le monde, tout ce que j'ai réussi à dire fut « Les pancakes étaient vraiment bons aujourd'hui ». Elle a ri, m'a remercié, puis est retournée à son livre. Si Beale Street pouvait parler de James Baldwin. Mon équipe de sécurité observait ces tentatives avec un mélange d'amusement et d'inquiétude. « Monsieur », m'a dit un jour mon chef de la sécurité, « nous pourrions organiser une présentation en bonne et due forme. » Mais ce n'était pas le but. Je ne voulais pas être présenté comme le magnate de la tech milliardaire. Je voulais qu'elle me voie, vraiment me voie, comme je la voyais. Chaque matin, à travers nos brèves interactions, j'entrevoyais des fragments de sa vie. Comment elle arrivait parfois avec des cernes sous les yeux, mais jamais sans son sourire. Comment elle glissait discrètement du bacon en plus aux ouvriers du bâtiment pendant l'hiver. Comment elle gardait un pot de sucettes pour les enfants sages pendant le petit déjeuner. Chaque détail me faisait tomber un peu plus sous son charme, même si je n'étais qu'un client parmi d'autres dans son monde. Le plus difficile n'était pas mes tentatives ratées de connexion. C'était de voir d'autres hommes essayer de gagner son attention. Des types en costume, visiblement séduits par sa beauté, cherchant à l'impressionner avec leur statut. Elle les gérait avec une élégance professionnelle, sans les encourager, mais sans jamais être impolie. De mon côté, je serrais un peu plus ma tasse de café, sachant que j'avais plus à offrir qu'eux tous réunis, et pourtant, me sentant totalement impuissant. Dans mon autre vie, les problèmes se réglaient avec de l'argent, de l'influence ou une stratégie bien pensée. Mais ici, dans ce petit dîner, rien de tout cela n'avait d'importance. Chaque tentative échouée de connexion m'apprenait quelque chose sur moi-même. À quel point je m'étais appuyé sur mon statut, à quel point j'étais mal à l'aise face à la vulnérabilité, et surtout,
que les vraies relations humaines ne s'achètent pas, ne se manipulent pas et ne se forcent pas. Parfois, je l'entendais fredonner en remplissant ma tasse, et pendant un instant, j'avais envie de tout lui dire. Mais ensuite, elle passait à la table suivante, offrant à chacun cette même chaleur sincère, et je réalisais que peut-être, être simplement l'un des bénéficiaires de sa gentillesse quotidienne valait plus que n'importe quelle grande révélation. On dit que l'on ne connaît vraiment quelqu'un qu'en le voyant affronter une crise. Pour Sarah, ce moment arriva un mardi matin pluvieux, lorsque Marie, la propriétaire du diner, eut une crise cardiaque. Ce matin-là, en entrant, je trouvais Sarah tentant de tout gérer, son sourire habituel un peu crispé, mais toujours présent, expliquant aux clients qu'il pourrait manquer de personnel pendant un moment. Pendant un instant de calme, je l'entendis parler au téléphone de factures médicales et de complications d'assurance. Marie avait été comme une mère pour elle, lui offrant son premier emploi alors que personne d'autre ne voulait lui donner sa chance. Le diner n'était pas juste son lieu de travail, c'était son foyer. Et maintenant, la santé de Marie et l'avenir du diner ne tenaient plus qu'à un fil. Ce soir-là, dans mon bureau, je fis quelques appels. Non pas en tant que client régulier secrètement amoureux, mais en tant que James Chen, l'homme d'affaires capable de déplacer des montagnes d'un simple coup de fil. En quelques heures, Marie fut transférée dans la meilleure unité de cardiologie de New York, toutes les dépenses étant prises en charge par un programme anonyme de santé communautaire. Les dettes du diner disparurent mystérieusement, marquées comme payées en totalité, par une société écran impossible à relier à moi. Mais ce qui arriva ensuite me montra qui était vraiment Sarah. Au lieu d'accepter cette chance inespérée avec soulagement, elle travailla encore plus dur. Elle arriva 2 heures plus tôt pour gérer l'administratif, forma de nouveaux employés, s'occupa des stocks et, malgré tout, se souvenait encore de la commande de chaque client régulier. Elle ignorait qu'elle se battait pour sauver quelque chose qui était déjà sécurisé. Elle se battait simplement parce que c'était sa nature. Je l'observais gérer le diner avec la même passion et la même rigueur que je mettais à diriger mon empire. Elle mit en place un nouveau système d'inventaire, réorganisa la cuisine pour plus d'efficacité et lança même une petite présence sur les réseaux sociaux. Et chaque soir, après son service, elle allait rendre visite à Marie à l'hôpital. Sa résilience était bouleversante. Un matin, épuisée par une nouvelle nuit passée à l'hôpital, elle faillit faire tomber une cafetière. Je la rattrapai instinctivement, me brûlant la main au passage. Tandis qu'elle s'excusait frénétiquement et soignait ma brûlure avec la trousse de secours, je vis des larmes dans ses yeux. Non pas à cause de ma blessure, mais du poids immense qu'elle portait. « Je ne sais pas combien de temps je vais tenir », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour moi. Mais je dois y arriver. Pour Marie. Il me fallut toute ma volonté pour ne pas lui dire qu'elle n'avait pas à s'inquiéter, que tout était pris en charge. À la place, je me contentais d'écouter, lui offrant cette présence simple qu'elle avait toujours donnée aux autres. Ce moment changea quelque chose entre nous. Pas de façon dramatique. J'étais toujours un simple client. Mais elle commença à prendre ses pauses à ma table, partageant parfois ses inquiétudes et ses espoirs. Elle ne se plaignait jamais, même lorsque je voyais à quel point elle était épuisée. Elle se contentait de boire son café, de rassembler ses forces et de retourner au travail avec ce sourire indéfectible. Marie se remit lentement, et sous la direction de Sarah, le dîner non seulement survécut, mais prospéra. Elle ne sut jamais que cette succession de coups de chance avait été orchestrée depuis un coin discret du restaurant. Ce qui comptait, c'était qu'à travers tout cela, elle m'avait montré ce qu'était la vraie force. Pas celle qui fait disparaître les problèmes avec de l'argent, mais celle qui les affronte avec courage, avec rien d'autre que de la détermination et un cœur débordant d'amour. Toutes les grandes entreprises ont une stratégie de sortie. Mais comment planifier une sortie d'un amour qui n'a jamais vraiment commencé? Alors que Marie reprenait peu à peu sa place au dîner, je me trouvais à un carrefour. Le secret que j'avais porté tout ce temps devenait plus lourd chaque jour, surtout maintenant que Sarah partageait parfois ses propres secrets avec moi autour d'un café. Un matin,
Elle m'annonça avec excitation qu'elle avait été acceptée dans un programme culinaire, le même que j'avais discrètement financé via une initiative de bourse communautaire. Ses yeux brillaient en parlant de ses rêves de cuisine fusion, mélangeant les recettes de son enfance avec des techniques modernes. Je souris, sachant que la cuisine professionnelle qu'on lui avait proposée pour s'entraîner appartenait en réalité à l'une de mes filiales. C'est alors que je compris quelque chose de profond. Tout ce temps, j'avais cru être le plus riche, le plus puissant, celui qui avait tout à offrir. Mais Sarah m'avait donné quelque chose d'inestimable sans même le savoir. Elle m'avait montré ce que signifie impacter des vies sans chercher à en tirer profit. Chaque sourire qu'elle avait illuminé, chaque fardeau qu'elle avait soulagé, tout était réel, sincère, sans aucune attente de retour. Ce jour-là, je pris ma décision. Je lui écrivis une lettre, sans révéler qui j'étais, mais en lui exprimant tout ce qu'elle m'avait appris. Comment sa gentillesse avait changé ma vision du succès. Comment l'avoir vue gérer la crise du diner m'avait enseigné plus sur le leadership que n'importe quelle école de commerce. Comment son amour sincère pour les autres m'avait rendu meilleur, en tant qu'homme et en tant que chef d'entreprise. Je laissai l'enveloppe marquée Sarah sur ma table habituelle, accompagnée d'un pourboire généreux, mais pas suspect. Ce fut ma dernière visite au dîner de Marie. Non pas parce que j'avais renoncé à l'amour, mais parce que j'avais trouvé quelque chose de plus précieux. La compréhension que la vraie richesse ne réside pas dans ce que l'on possède ou contrôle, mais dans la manière dont on touche la vie des autres. Sarah allait réussir son programme culinaire. Le dîner allait prospérer, protégé par divers programmes de développement communautaire que j'avais mis en place en toute discrétion. Elle ne saurait jamais que l'homme discret du coin avait veillé à la réalisation de ses rêves. Et c'était exactement ainsi que cela devait être. Parfois, je passe en voiture devant le dîner, tard dans la nuit, quand les lumières sont éteintes. Je pense à la façon dont mon empire a continué de grandir durant cette période, non pas malgré mes disparitions matinales, mais peut-être grâce à elle. Sarah m'a appris que le vrai pouvoir ne réside pas dans le fait d'être reconnu, mais dans la capacité à rester dans l'ombre quand il le faut. Que le véritable impact n'a pas toujours besoin de reconnaissance. Au final, ceci n'est pas une histoire d'amour non partagé. C'est une histoire sur l'apprentissage que parfois, le plus beau cadeau que l'on puisse offrir à quelqu'un, c'est de le laisser briller à sa manière, de protéger ses rêves sans jamais les revendiquer, d'aimer sans attendre d'être aimé en retour. Sarah n'a jamais su que le milliardaire du coin l'aimait. Et c'est ce qui rend cette histoire encore plus belle. Me voici maintenant, assis dans mon bureau au sommet de mon penthouse, regardant les lumières de Manhattan s'étendre à perte de vue. Les magazines économiques spéculent encore sur le secret de mon succès, sur la façon dont cette année a été la plus innovante et la plus humanitaire pour mon entreprise. Ils attribuent cela à mes nouvelles initiatives d'investissement communautaire, au programme de protection des petites entreprises, aux bourses d'études. S'ils savaient que tout avait commencé par une tasse de café et un sourire qui ne demandait rien en retour. Parfois, mes cadres me demandent pourquoi j'insiste pour visiter de petits dîners et des commerces locaux avant d'approuver de nouveaux projets de développement. Ils ne comprennent pas que je cherche quelque chose qui ne se mesure pas avec des études de marché. Ce lien humain authentique que Sarah m'a appris à apprécier. Dans chaque ville, dans chaque quartier, il y a des personnes comme elle, qui changent discrètement des vies sans attendre de reconnaissance. Vous pourriez croire que c'est une histoire triste, celle d'un amour qui n'a jamais eu son moment. Mais je la vois autrement. Certaines personnes entrent dans nos vies, non pas pour être aimées par nous, mais pour nous apprendre à aimer. Sarah n'a jamais su qu'elle détenait le cœur d'un milliardaire, mais elle possédait quelque chose de bien plus précieux, le pouvoir de changer des vies, simplement en étant elle-même. Parfois, la plus grande richesse ne se trouve pas sur nos comptes en banque, mais dans les leçons que nous apprenons de ceux qui ne savaient même pas qu'ils nous enseignaient quelque chose. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que l'amour n'a pas toujours besoin de reconnaissance pour être réel. Et si un jour vous passez par ce quartier de Brooklyn, arrêtez-vous chez Mary's Diner.
commandez les pancakes aux myrtilles. Laissez Sarah remplir votre tasse de café et illuminer votre matinée. Mais faites-moi une faveur, ne lui parlez pas de moi. Laissez-la continuer à changer le monde, une tasse de café après l'autre, sans jamais savoir qu'elle a changé le mien à jamais. Parce qu'au final, j'ai appris que le véritable amour n'est ni possession, ni reconnaissance. Parfois, il s'agit simplement de protéger la lumière de quelqu'un de loin, de le laisser briller sans jamais projeter son ombre.